Certaines disparitions laissent derrière elles un silence assourdissant. D'autres, un murmure qui résonne pendant des décennies. L'affaire Martin Beaumont appartient à cette seconde catégorie. En octobre 1985, Claire Beaumont, 28 ans, et Thomas Martin, 32 ans, s'évaporent sans laisser de traces dans la petite ville de Loches, en Indre-et-Loire. Leur appartement est intact, leurs affaires personnelles soigneusement rangées, leurs comptes bancaires intacts. Comme si la terre les avait engloutis entre deux battements de cœur. Pendant 30 ans, l'enquête stagne. Les parents vieillissants de Claire ne renoncent jamais à chercher leur fille unique. Les collègues de Thomas, professeur d'histoire au lycée local, gardent son souvenir intact. Mais personne n'a de réponse. Les théories les plus folles circulent, fuite romantique, accident, enlèvement, meurtre passionnel. Rien ne tient la route. Rien ne colle avec ce couple discret, aimé de tous, sans histoire. Jusqu'à ce jour de mars 2015 où une entreprise de rénovation commence à démolir un vieil immeuble abandonné rue des Fosses. Dans un mur creux du sous-sol, derrière des briques scellées depuis des décennies, un ouvrier découvre une enveloppe jaunie par le temps, protégée dans un sac plastique. À l'intérieur, une lettre de 18 pages, écrite de la main tremblante de Claire Beaumont. Une lettre d'amour qui raconte leurs derniers jours. Une lettre qui va glacer le sang des enquêteurs et révéler un secret que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Mon amour. Si quelqu'un trouve ces mots un jour, j'espère que ce sera toi. Mais je sais au fond de mon cœur que tu ne reviendras pas. Pas à temps. Peut-être jamais. Alors j'écris pour nous deux, pour que notre histoire ne meure pas dans ce silence humide et glacé. J'écris parce que j'ai besoin de croire que quelqu'un saura. Quelqu'un comprendra ce qui nous est arrivé. Nous sommes le 23 octobre 1985. Il est environ 22 heures, je crois. Je n'ai plus ma montre. Ils me l'ont prise, comme tout le reste. Je suis assise dans le noir presque complet, sur un sol en terre battue qui glace mes cuisses à travers mon pantalon. L'unique ampoule qui pend du plafond s'est éteinte il y a 2 heures. Ou 3. Le temps n'existe plus vraiment ici. Il y a juste l'avant et le maintenant. L'avant, c'était notre vie. Le maintenant, c'est cet enfer. Tu dors à côté de moi, Thomas. Ta respiration est irrégulière, sifflante. Tu as de la fièvre depuis hier soir. Quand je pose ma main sur ton front, ta peau est brûlante. Tu trembles sous ta veste trop fine. Je voudrais t'en pouvoir te soigner, te donner de l'eau fraîche, des médicaments. Mais nous n'avons rien. Juste nous deux et ce stylo que j'ai réussi à cacher dans ma chaussure quand ils nous ont fouillés. Tout a commencé il y a 3 semaines. Tu te souviens de cette soirée au café de la place? Monsieur Levasseur était venu nous parler, l'air préoccupé. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Un vieil homme qui radotait, pensais-je. Il parlait de documents qu'il avait trouvés dans le grenier de sa mère décédée. Des papiers datant de la guerre, disait-il. Des noms, des adresses, des accusations. Il nous a demandé si tu connaissais quelqu'un au lycée qui pourrait l'aider à comprendre tout ça, toi qui enseignais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tu as accepté, évidemment. Tu as toujours été trop curieux pour ton propre bien, trop généreux aussi. Le lendemain, Monsieur Levasseur t'a apporté une boîte remplie de documents. Je me souviens de ton excitation quand tu es rentré à la maison ce soir-là. Tu as étalé les papiers sur notre table de cuisine et tu as passé des heures à les examiner. Des lettres de dénonciation, as-tu murmuré. Des dizaines de lettres envoyées pendant l'occupation par des habitants de Loches. Des gens qui dénonçaient leurs voisins juifs, leurs collègues résistants, leurs concurrents en affaires. Certaines lettres étaient signées. D'autres anonymes. Mais quelqu'un avait tout conservé, tout catalogué. Tu es devenu obsédé, Thomas. Pendant 2 semaines, tu as passé chaque soirée à éplucher ces documents, à vérifier les noms dans les archives municipales, à reconstituer le puzzle. Tu as découvert que certains de ces dénonciateurs avaient prospéré après la guerre. Ils avaient eu des enfants, fondé des entreprises, gagné le respect de la communauté. Leur famille était toujours là, puissante, influente. Et personne ne savait ce qu'ils avaient fait 40 ans plus tôt. Tu voulais publier tes découvertes. Tu pensais que la vérité devait éclater, même après tant d'années. Tu as commencé à en parler autour de toi, d'abord prudemment, puis avec plus d'assurance.
Tu as contacté un journaliste du journal local. Tu as mentionné l'affaire à d'autres professeurs. Je t'ai supplié d'être prudent. Quelque chose dans cette histoire me rendait nerveuse. Peut-être l'instinct féminin, peut-être juste la peur du scandale. Tu m'as embrassé et tu m'as dit que la justice n'avait pas de date d'expiration. Puis les choses ont commencé à changer. Subtilement d'abord. Des regards en ville. Des conversations qui s'arrêtaient quand nous entrions dans une pièce. Monsieur Levasseur qui ne répondait plus à tes appels. Tu as reçu une lettre anonyme te conseillant de laisser tomber le passé. Puis une autre, plus menaçante. Quelqu'un a crevé les pneus de ta voiture. Notre boîte aux lettres a été vandalisée. Tu commençais à t'inquiéter, mais ton orgueil t'empêchait de reculer. Tu disais que c'était exactement la preuve que tu avais raison, que ces familles avaient quelque chose à cacher. Le 22 octobre au soir, on a frappé à notre porte. Il était tard, presque 23 heures. Tu as ouvert sans méfiance. 2 hommes se tenaient sur le palier, habillés normalement, des visages que je ne reconnaissais pas. Ils ont demandé à te parler en privé. Tu as voulu les faire entrer mais ils ont insisté pour que tu viennes avec eux. Juste 5 minutes, ont-ils dit. Nous avons des informations importantes concernant tes recherches. J'aurais dû hurler. J'aurais dû appeler la police. Mais tout s'est passé si vite, si normalement. Tu m'as embrassé sur le front, tu as enfilé ta veste, et tu es sorti. J'ai entendu vos pas descendre les escaliers. Puis le silence. J'ai attendu à la fenêtre, inquiète mais pas paniquée. Pas encore. 10 minutes ont passé. 15. Une demi-heure. J'ai commencé à avoir vraiment peur. J'ai mis mon manteau et je suis descendue dans la rue. Aucune trace de toi. Aucune voiture suspecte. Je suis remontée à l'appartement, le cœur battant. Je me suis dit que tu allais revenir d'une minute à l'autre avec une explication raisonnable. Peut-être t'avaient-ils emmené prendre un café quelque part. Peut-être avaient-ils des documents à te montrer ailleurs. Je me raccrochais à ces explications ridicules parce que l'alternative était trop terrifiante. J'ai attendu 1 heure. Puis 2. À minuit, j'ai décroché le téléphone pour appeler la police. C'est à ce moment précis qu'on a frappé à nouveau. J'ai couru vers la porte en criant ton nom. Mais ce n'était pas toi. C'était un des 2 hommes de tout à l'heure. Il souriait. Un sourire qui m'a glacé jusqu'aux os. Il m'a dit que tu m'attendais, que tu avais besoin de moi. Que je devais venir immédiatement. J'ai hésité. Tous mes instincts hurlaient que quelque chose n'allait pas. Mais tu étais en danger, peut-être. Comment pouvais-je rester là sans rien faire? J'ai fait l'erreur de ma vie. Je suis sortie. Dès que j'ai franchi le seuil de l'immeuble, le 2e homme est apparu de nulle part. Il m'a attrapé par le bras, si fort que j'ai senti mes os craquer. J'ai voulu crier mais une main s'est plaquée sur ma bouche. Ils m'ont traîné vers une camionnette garée dans la ruelle adjacente. J'ai essayé de me débattre, de griffer, de mordre. Mais ils étaient trop forts. Ils m'ont jeté à l'arrière du véhicule. Et tu étais là, Thomas. Affalé sur le plancher métallique, les mains attachées dans le dos, un bâillon sur la bouche. Tes yeux ont croisé les miens dans l'obscurité. Je n'oublierai jamais ce regard. La peur. La culpabilité. L'amour. Le trajet a duré une éternité. Ou peut-être 15 minutes. Impossible à dire. Nous roulions sur des routes chaotiques. Je pouvais entendre les 2 hommes parler à l'avant, mais je ne comprenais pas leurs mots. Finalement, la camionnette s'est arrêtée. Ils nous ont fait descendre brutalement. Nous étions devant un vieil immeuble abandonné, dans un quartier que je ne reconnaissais pas. Ils nous ont poussés à l'intérieur, puis vers un escalier descendant. Un sous-sol. L'odeur de moisi et d'humidité m'a sauté au visage. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber dans les marches. Ils nous ont enfermés dans cette pièce sans fenêtre. Un réduit d'environ 3 mètres sur 4. Des murs en pierre suintant d'humidité. Un sol en terre. L'unique ampoule qui pendait du plafond. Rien d'autre. Avant de partir, un des hommes t'a arraché ton bâillon. Il s'est penché vers toi et t'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Les morts devraient rester enterrés.
Tu vas apprendre cette leçon. Les premières heures ont été les pires. Nous étions en état de choc. Tu t'es mis à pleurer, Thomas, toi qui ne pleures jamais. Tu me demandais pardon encore et encore. Tu disais que c'était ta faute, que tu aurais dû m'écouter, que tu nous avais mis en danger. Je t'ai serré contre moi et je t'ai dit que nous allions nous en sortir. Que quelqu'un remarquerait notre absence. Que la police nous chercherait. Que ce cauchemar ne pouvait pas durer. Je mentais. Je crois que nous le savions tous les deux. Le premier jour, personne n'est venu. Nous avons crié jusqu'à en avoir la gorge en sang. Nous avons tambouriné contre la porte en métal rouillé qui nous séparait de notre liberté. Rien. Pas un bruit. Juste le silence oppressant de ce sous-sol oublié de tous. La soif est devenue insupportable. La faim, nous pouvions la supporter, mais la soif. Ma langue gonflait dans ma bouche. Mes lèvres se crevassaient. Tu as essayé de lécher l'humidité sur les murs mais l'eau était pourrie, pleine de moisissures. Le deuxième jour, ils sont revenus. Ou peut-être était-ce le troisième. Difficile à dire sans lumière naturelle. Ils nous ont apporté 2 bouteilles d'eau et un sac de pain rassis. Nous nous sommes jetés dessus comme des animaux. L'homme qui nous les avait donnés nous a regardés avec un mélange de pitié et de dégoût. Puis il a parlé. Il a dit que nous resterions là jusqu'à ce que tu acceptes de détruire tous les documents et de jurer le silence. Que si nous coopérions, nous serions libérés. Sinon, tu as refusé immédiatement. Tu as crié que tu ne céderais pas au chantage, que la vérité devait être connue, que leur père et grand-père étaient des criminels. L'homme t'a frappé. Une gifle violente qui t'a fait tomber au sol. J'ai hurlé. Il s'est tourné vers moi et m'a prévenu que si tu ne changeais pas d'avis, les conséquences seraient terribles. Puis ils sont repartis. Nous laissant dans le noir avec notre peur et nos regrets. Les jours suivants se sont fondus en un cauchemar sans fin. Ils revenaient de temps en temps avec de la nourriture et de l'eau. Juste assez pour nous maintenir en vie. À chaque visite, ils répétaient la même proposition. Et à chaque fois, tu refusais. Ta détermination m'impressionnait et me terrifiait à la fois. Je voyais bien que tu doutais, que tu souffrais de me voir dans cet état. Mais quelque chose en toi refusait de céder. Ton intégrité. Ton sens de la justice. Les valeurs qui m'avaient fait tomber amoureuse de toi. J'ai commencé à perdre la notion du temps. Combien de jours? 1 semaine? 2? Je comptais les visites de nos geôliers mais je ne savais plus à quelle fréquence ils venaient. Mon corps se dégradait. Nous ne pouvions pas nous laver. Nos vêtements étaient crasseux. Un seau en plastique dans un coin servait de toilette. L'odeur était épouvantable. Je voyais ma peau pâlir, mes cheveux devenir gras et emmêlés. Mais c'est ton état qui m'inquiétait le plus. Tu toussais constamment. Tu tremblais. La fièvre est arrivée. J'ai supplié nos ravisseurs de te donner des médicaments. J'ai promis que tu accepterais leurs conditions. Mais tu t'es interposé. Même malade, même affaibli, tu as insisté pour qu'ils ne touchent pas aux documents. Tu disais que si nous cédions, d'autres victimes suivraient. Que le silence était complice. Que nous devions tenir bon. J'admirais ton courage mais j'avais tellement peur de te perdre. Je voyais ta santé se détériorer jour après jour. Ta toux produisait maintenant des glaires sanglantes. Tu grelottais de froid même quand je te serrais contre moi. Hier soir, ou peut-être avant-hier, tu as eu un moment de lucidité. Tu m'as prise dans tes bras et tu m'as dit que tu m'aimais. Que tu avais été stupide et arrogant. Que tu aurais dû penser à nous, à notre avenir, à la famille que nous voulions fonder. Tu m'as demandé pardon pour la 100e fois. Je t'ai embrassé et je t'ai dit que je ne regrettais rien. Que si c'était à refaire, je te suivrais jusqu'en enfer. Ce qui était ironiquement approprié vu notre situation. Puis tu m'as fait promettre quelque chose. Si l'un de nous survivait, il devrait témoigner. Raconter notre histoire. S'assurer que ces familles paient pour ce qu'elles ont fait, non seulement pendant la guerre, mais maintenant, à nous. Tu as sorti de ta chaussette une petite clé que tu avais réussi à cacher. La clé de notre coffre à la banque. Tu m'as dit que tu y avais déposé des copies de tous les documents. Si je sortais d'ici, je devais les récupérer et les donner à la presse.
C'était ton dernier vœu. Cette nuit, ton état a empiré dramatiquement. Tu délirais, appelant ta mère, prononçant des noms que je ne connaissais pas. Ta peau était si chaude que j'avais l'impression de toucher du feu. J'ai mouillé un morceau de mon chemisier avec les dernières gouttes de notre bouteille d'eau et je l'ai posé sur ton front. Ça n'a servi à rien. Tu as fini par perdre connaissance. Ta respiration est devenue de plus en plus faible. Je restais là, impuissante, te tenant la main dans le noir, sentant ta vie s'échapper seconde après seconde. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire cette lettre. J'avais ce stylo caché dans ma chaussure depuis le début. Un vieux stylo plume que je gardais toujours sur moi, un cadeau de ma grand-mère. Les premières pages, je les ai écrites dans le noir complet, ma main guidée uniquement par la mémoire musculaire. Puis l'ampoule s'est rallumée quelques heures, me donnant l'occasion de continuer. J'écris notre histoire non pas parce que j'espère être sauvée. Je ne suis pas naïve. Ils vont revenir et ils vont probablement nous tuer. Ou nous laisser mourir de faim et de maladie. Mais je veux que quelqu'un sache. Je veux que notre mort ait un sens. Je vais sceller cette lettre dans le sac plastique qui contenait notre dernier repas. Je vais essayer de la cacher dans un endroit où elle pourrait être découverte un jour. Il y a une fissure dans le mur, derrière les vieilles canalisations. Si j'arrive à déplacer assez de pierres, je pourrai peut-être y glisser l'enveloppe. C'est ma seule chance de faire entendre notre voix au-delà de cette tombe. Je voudrais pouvoir dire que je suis en paix. Que j'accepte mon sort avec dignité. Mais ce serait un mensonge. J'ai 28 ans, Thomas. Nous devions nous marier au printemps. Nous parlions d'avoir des enfants, d'acheter une maison avec un jardin, de vieillir ensemble. J'avais 1000 rêves et ils meurent tous ici, dans ce sous-sol humide qui pue la mort et le désespoir. Je suis terrifiée. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas te voir mourir. Mais s'il doit y avoir une fin, au moins nous sommes ensemble. Au moins je peux te tenir la main dans ces dernières heures. Je pense à mes parents. Ma mère va être dévastée. Mon père va se consumer de rage et d'impuissance. Je voudrais pouvoir leur dire au revoir. Leur dire que je les aime. Qu'ils n'ont rien fait de mal. Que c'est nous qui avons été naïfs, qui avons sous-estimé jusqu'où certaines personnes iraient pour protéger leurs secrets. L'ampoule vient de se rallumer. Je vois ton visage dans cette lumière jaunâtre et faible. Tu es si pâle. Tes lèvres sont bleues. Mais tu respires encore. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Je vais continuer à te parler, à te caresser les cheveux, à te dire combien je t'aime. Si tu peux m'entendre, quelque part dans ton délire, je veux que tu saches que tu es l'amour de ma vie. Que je ne regrette pas une seconde passée avec toi, même cette dernière horrible épreuve. J'entends des bruits. Des pas dans l'escalier. Ils reviennent. Mon cœur s'emballe. Est-ce qu'ils vont enfin nous libérer? Est-ce qu'ils viennent mettre fin à notre supplice? Je cache cette lettre maintenant. Je la glisse dans le mur derrière la canalisation. J'empile quelques pierres devant pour dissimuler la cachette. Avec un peu de chance, elle restera là jusqu'à ce que quelqu'un démolisse cet immeuble maudit. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 50. Mais elle sera là, témoignage silencieux de ce qui nous est arrivé. Si vous lisez ces mots, vous savez maintenant la vérité. Nous n'avons pas fui. Nous n'avons pas eu d'accident. Nous avons été enlevés, torturés par la privation et l'incertitude, laissés à mourir lentement parce que nous avons osé vouloir faire éclater la vérité. Les noms des familles impliquées sont dans les documents que Thomas a laissés au coffre de la Banque Populaire de Loches, compte numéro 3 847 920 au nom de Thomas Martin. La clé est dans sa chaussure droite, cachée sous la semelle intérieure. S'il vous plaît, ne les laissez pas s'en tirer. S'il vous plaît, faites que notre mort serve à quelque chose. La porte s'ouvre. Je dois arrêter maintenant. Je t'aime, Thomas. Je t'aime tellement. Où que cette vie nous mène, j'espère que nous serons ensemble. Pour toujours. Claire. Quand les enquêteurs ont terminé la lecture de la lettre, un silence de plomb s'est abattu sur le bureau du commissaire Duchamp. 30 ans. 30 années pendant lesquelles Claire et Thomas avaient été portés disparus, pendant lesquelles leur famille avait espéré, pleuré, cherché des réponses dans le vide. Et tout ce temps,
La vérité dormait dans un mur, à moins de 2 km du commissariat. L'équipe s'est immédiatement mise en action. Le sous-sol où la lettre avait été trouvée a été transformé en scène de crime. Il n'a fallu que quelques heures pour localiser la pièce exacte décrite par Claire. Derrière une cloison ajoutée dans les années 90, les techniciens ont découvert l'ancienne cave. Et là, sous 30 cm de terre soigneusement tassée, ils ont trouvé ce qu'ils redoutaient, 2 squelettes enlacés, portant encore les lambeaux de vêtements des années 80. L'identification par l'ADN a confirmé ce que tout le monde savait déjà. Claire Beaumont et Thomas Martin. Morts ensemble dans ce cachot oublié. L'analyse médico-légale a révélé que Thomas était décédé d'une pneumonie sévère, probablement dans les 2 semaines suivant son enlèvement. Claire avait survécu plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Les experts ont estimé qu'elle était restée en vie au moins 3 semaines après la mort de Thomas, seule dans le noir avec le corps de l'homme qu'elle aimait, attendant une délivrance qui n'est jamais venue. Elle était morte de déshydratation et de famine. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La clé mentionnée dans la lettre a été retrouvée, exactement où Claire l'avait indiqué. Le coffre à la banque existait toujours. Et à l'intérieur, préservé depuis 30 ans, se trouvait la boîte de documents de Monsieur Levasseur. Des centaines de lettres de dénonciation datant de l'occupation. Des preuves irréfutables de collaboration. Les noms ont glacé les enquêteurs. 4 familles de Loches, toutes prospères, toutes respectées. Les Fontaines, propriétaires de la plus grande entreprise de construction de la région. Les Mercier, une dynastie de notaires établie depuis 5 générations. Les Rousseau, qui comptaient 3 mères dans leur lignée. Et les Dulac, famille de médecins influents. Les patriarches de ces familles avaient tous dénoncé des voisins juifs pendant la guerre. Certains avaient même profité de l'arianisation des biens pour racheter des commerces à vil prix. Mais c'étaient leurs enfants, nés après la guerre, qui avaient orchestré l'enlèvement et le meurtre de Claire et Thomas. Ils avaient découvert que le professeur d'histoire fouinait dans le passé de leur père. Ils avaient paniqué, craignant que le scandale ne détruise leur position sociale et leurs entreprises. Alors ils avaient décidé de faire taire le problème. Définitivement. L'enquête a duré 2 ans. Les techniques modernes ont permis de remonter la piste. Des témoins ont fini par parler, la conscience rongée par 3 décennies de silence. Un des kidnappeurs, Jean-Michel Rousseau, souffrant d'un cancer en phase terminale, a avoué sur son lit de mort. Il a livré les noms de ses complices, son frère Antoine Rousseau, Philippe Mercier, et Daniel Fontaine. Tous dans la soixantaine maintenant, grands-pères respectables, piliers de la communauté. Le procès a débuté en 2017 et a secoué la France entière. Les révélations sur les crimes de l'occupation, jamais jugés, combinées à ce double meurtre atroce, ont provoqué un débat national sur la mémoire, la justice et le poids des secrets familiaux. Les accusés ont tous été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Leurs familles, détruites, ont quitté Loches dans la honte. Monsieur Levasseur, qui avait apporté les documents à Thomas Martin, était décédé en 1987, 2 ans après la disparition du couple. Jusqu'à sa mort, il s'était reproché d'avoir impliqué le jeune professeur. Sa famille a témoigné qu'il ne s'était jamais remis de leur disparition, convaincu d'en être responsable. Les parents de Claire et Thomas ont assisté à chaque jour du procès. Madame Beaumont, 84 ans, a lu une déclaration qui a fait pleurer toute la salle. « Ma fille est morte seule dans le noir, affamée, terrifiée, à côté de l'homme qu'elle aimait. Elle n'avait que 28 ans. Elle voulait juste que la vérité soit connue. Et pour ça, on l'a enterrée vivante. Aucune sentence ne pourra jamais réparer ça. Mais au moins, grâce à ses mots, grâce à son courage de tout écrire avant de mourir, les coupables paient enfin. Claire, mon bébé, tu peux reposer en paix maintenant. La vérité a éclaté. Claire et Thomas Martin Beaumont, ils ont été mariés symboliquement à titre posthume, reposent aujourd'hui ensemble au cimetière de Loches. Sur leur pierre tombale, une phrase tirée de la lettre de Claire, pour toujours ensemble. Leur histoire est devenue un symbole de la lutte contre l'oubli et l'impunité. Une fondation porte leur nom, dédiée à la recherche historique et à la défense des lanceurs d'alerte. Et tout a commencé par une lettre d'amour, écrite dans le noir, par une femme qui refusait que son histoire meure avec elle.